de nos vertus, dans la mesure où, par formation réactionnelle, elles donnent de branle à leur élaboration. Alors, le texte est assez célèbre. Qu'est-ce qu'il nous dit? La dernière fois, je vous avais dit, j'avais terminé le cours là-dessus, je me souviens maintenant, en disant qu'on pouvait raccrocher ça à la fameuse formule de Freud débarquant aux États-Unis et se faisant applaudir par tout le monde et disant en douce, ils ne savent pas que je viens leur apporter la peste. Pourquoi la peste? Parce qu'au sens où la psychanalyse, en tout cas, vient remettre en question un certain nombre de croyances plus ou moins grandioses de l'humanisme. Et notamment ce que fait la psychanalyse avec ce texte-là très précisément, c'est montrer qu'un certain nombre des grandes réalisations humaines, réalisations qui sont parmi les plus prisées, les plus saluées, les plus valorisées par nos sociétés, l'art, la recherche, etc., eh bien, cette œuvre de l'homme, donc, elle renvoie non pas à ce qu'il y a de plus haut en lui, mais peut-être à ce qu'il y a de plus obscur, de plus trouble, au moins, disons, et notamment donc un matériau sexuel que, de surcroît, là encore Freud apporte la peste, matériau sexuel qu'il place dans l'enfance. Freud nous dit à un moment de ce texte, ce qui caractérise l'enfance, donc, c'est que c'est un pervers polymorphe, prédisposition perverse polymorphe de l'enfance. Inutile de vous dire que ça va à l'encontre de toutes les pensées traditionnelles sur l'enfant. L'enfant, c'est l'innocence. Eh bien, Freud nous dit non, l'enfant, c'est le pervers, et même le pervers polymorphe. C'est-à-dire qu'il expérimente toutes les formes de perversion. Donc, pour toutes ces raisons, la psychanalyse a fait scandale, a pu faire scandale, et on peut comprendre ainsi la formule que Freud prononce lui-même. Que nous dit Freud plus précisément maintenant dans ce texte? Ce passage-là est axé sur la sublimation. Simplement, la sublimation, Freud d'emblée la présente comme une troisième disposition possible. Alors, par rapport à quoi? Quels sont les deux autres, du coup? Eh bien, en fait, pour comprendre la sublimation, il faut la mettre en rapport avec deux autres destins de pulsion possibles, que sont la névrose d'une part, la perversion d'autre part. Freud nous dit il y a trois destins de pulsion possibles. Une pulsion, je vous ai dit, c'est cette force tendue vers un but qui anime la vie psychique et somatique. Eh bien, cette force, elle a trois destins, trois destinées possibles, si vous voulez. Enfin, d'abord, elle peut se réaliser pleinement, simplement. Dans ce cas-là, tout va très bien, pas de problème. Mais en cas de souci, il y a trois destins possibles. La sublimation, la névrose, la perversion. Donc, nous allons essayer de comprendre ce que sont ces trois destins de pulsion spécifiques. Commençons par la névrose. Qu'est-ce qui se passe dans une névrose? Eh bien, cette pulsion qui anime, cette pulsion, elle va à l'encontre donc des valeurs de l'individu, elle va à l'encontre des valeurs sociales, etc. Et du coup, il est possible qu'un refoulement ait lieu. C'est ce qui se passe dans la névrose. Dans le cas de la névrose, il y a refoulement de la pulsion. Refoulement dans l'inconscient, on ne veut plus voir, si vous voulez. Simplement, dans ce refoulement, on ne peut pas totalement oublier, et la pulsion qu'on essaye d'écarter refait surface, mais sous une forme altérée, substitutive. Ce sera le symptôme névrotique. La pulsion qu'on a voulu rejeter dans les dessous, évacuer, rejaillit sous une forme altérée, substitutive, que le sujet ne comprend pas d'ailleurs. Ça, c'est la névrose. Alors, deux exemples, peut-être, un exemple en fait de cas très célèbres que vous trouverez dans les 5 leçons sur la psychanalyse. L'exemple de névrose canonique, parce que c'est un des premiers exemples. D'ailleurs, ça ne vient même pas de Freud, ça vient de la personne avec qui travaillait Freud, qui est le docteur Breuer. C'est le cas d'une femme qu'on appelle, dans la tradition, Anna O. On donne que le O de son nom de famille. Anna O. Alors, Anna O, c'est une jeune femme qui souffrait de divers symptômes, qui a été en quelque sorte une sorte de patiente zéro dans l'élaboration de la théorie de la névrose.
Et je peux vous en donner deux exemples comme ça de cas qui... Alors, bon, il y a tout un débat à savoir jusqu'à quel point elle a été guérie ou pas. En fait, très souvent, elle a été guérie de certains symptômes, mais la névrose rejaillissait d'autres manières, etc., etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Deux exemples. Parmi ces symptômes, il y a eu un moment où Anna O souffrait de graves problèmes de vision. Des distorsions, elle n'arrivait plus à voir véritablement, elle louchait sans raison, etc. Ces problèmes de vision, encore une fois, n'avaient aucune explication physiologique. Aucun ophtalmo n'était capable de comprendre pourquoi cette personne n'arrivait plus à voir correctement le monde autour d'elle. Et la cure, en l'occurrence, enfin, qui, avec Breuer, était essentiellement associée à l'hypnose, a permis de remonter à un souvenir traumatique. Lorsqu'elle était enfant, alors que son père était très gravement malade, elle pleurait à son chevet et son père lui a demandé de lui donner l'heure. Simplement, à cause des larmes, elle n'arrivait pas à lire l'heure sur sa montre. Et elle s'est sentie totalement gênée, bloquée. Ça a créé une sorte de traumatisme qui a rejailli des années plus tard, sans que la patiente puisse comprendre que, en fait, c'était relié ce souvenir initial à ce traumatisme. Alors pourquoi c'est intéressant cet exemple ? Parce que ça vous permet de comprendre, au fond, ce qui se joue pour la psychanalyse dans une névrose. Le symptôme névrotique, au fond, c'est la commémoration inconsciente d'un traumatisme. Il y a quelque chose qui n'est pas passé dans votre passé, justement, et qui va rejaillir plus tard sous une forme que vous ne pouvez pas comprendre. Autre exemple, comme ça très simple, parce que ça s'est réglé là pour le coup assez facilement, de troubles de névrose hystérique dont souffrait Anna O. Il y a eu un moment dans sa vie où elle n'arrivait plus à boire. C'est-à-dire qu'il lui était impossible d'avaler un verre d'eau. Évidemment, vous pensez bien que là, la santé de la patiente est directement en jeu, donc il s'est agi de trouver une solution. La solution, elle est venue là encore par l'hypnose, où Breuer a demandé à la patiente, durant l'hypnose, de remonter au souvenir de ce traumatisme autant que possible. Et en fait, elle s'est souvenue, là encore, d'un épisode ancien, durant lequel elle avait vu un chien laper un verre d'eau. Et cette vision l'avait tout simplement dégoûtée. Elle trouvait absolument horrible que l'animal vienne boire comme ça dans son verre. Elle n'avait rien fait sur le moment, elle avait essayé, on pourrait dire, d'évacuer en quelque sorte le traumatisme, et bien il a rejailli des années plus tard, sous une forme, encore une fois, symptomatique. Donc voilà, si vous voulez, le mécanisme de la névrose tel que la psychanalyse veut le voir à l'œuvre. Un traumatisme, il ne trouve pas à s'exprimer sur le moment, il est refoulé, et il rejaillit des années plus tard, sous une autre forme, plus ou moins altérée. Et le névrosé, donc, on pourrait dire, c'est celui qui est bloqué dans le traumatisme refoulé. Il rejoue en quelque sorte la scène du trauma sans la comprendre. Donc voilà pour la névrose. Second point, c'est la perversion. Alors là, c'est beaucoup plus problématique parce que pour le coup, ce concept freudien, il n'est plus du tout acceptable, enfin en tout cas sa compréhension de ce concept n'est plus du tout acceptable aujourd'hui. Et il y a tout un débat aujourd'hui autour de la perversion et de la conception de la sexualité qui est liée en fait à ce concept dans la psychanalyse freudienne. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ça et puis de vous montrer que il y a chez Freud quelque chose d'extrêmement ambigu et de contestable et discutable autour de sa conception de la sexualité. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la perversion ? Eh bien, la perversion, contrairement à ce qu'on vient de voir dans le cas de la névrose, il n'y a pas de refoulement. Dans le cas de la perversion, il n'y a pas de refoulement, simplement l'activité sexuelle va être marquée par une forme de déviation par rapport au but sexuel réputé normal. Et ce but sexuel réputé normal, c'est là que, évidemment, contestation il y a aujourd'hui, c'est la pénétration génitale hétérosexuelle. Alors évidemment, pourquoi est-ce qu'il... On se
pose, pourquoi est-ce qu'il en arrive là? Pourquoi est-ce qu'il va rejeter comme pervers, Freud, tous les comportements sexuels qui ne se situeraient pas du côté de l'hétérosexualité normative, quoi, on pourrait dire. Pourquoi, on voit bien qu'il a, c'est un homme du 19e siècle, il est très vraisemblablement victime des préjugés de son époque. Jusqu'à quel point, néanmoins, pourquoi va-t-il jusqu'à les inclure et essayer de les légitimer en quelque sorte dans sa théorie psychanalytique? Là, il y a quelque chose de trouble et de discutable. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors, chez Freud, d'abord, il faut comprendre pourquoi on parle de normes et de normalité sexuelle. Parce que c'est la première contestation qu'on pourrait proposer. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des normes à la sexualité? Et comment poser, qui peut poser la norme? D'abord, il y a une chose intéressante dans ce concept de norme qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est que ce concept de norme, il faut comprendre d'où il vient chez Freud. Il vient d'abord d'un refus de se laisser embobiner, on pourrait dire, par la tradition qui le précède. Parce que, traditionnellement, comment est-ce qu'on pense la sexualité? On la pense à partir de la nature. Le modèle sexuel que la société et notamment la religion et la morale veulent promouvoir, c'est un modèle prétendument naturel. Si Freud parle de normes quant à la sexualité, c'est justement pour essayer de sortir de la référence à la nature. Et notamment, pour lui, c'est l'occasion de dire que la sexualité, il ne faut pas la penser simplement comme un concept naturel, tout simplement parce que son but ne peut pas être simplement la reproduction de l'espèce. Là, il y a quelque chose d'intéressant chez Freud, pour le coup, et qui est moderne, c'est le refus de penser la sexualité à partir de la reproduction. Le but de la sexualité, dit-il, c'est pas du tout la reproduction de l'espèce, c'est la décharge de plaisir, la recherche de plaisir. Là, il y a quelque chose sur quoi on peut construire. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça permet de sortir, encore une fois, de siècles de traditions religieuses et morales dans lesquelles c'est toujours la nature qui a servi de modèle. Parler de normes, c'est-à-dire d'une convention humaine, donc sociale, culturelle, parler de normes, c'est refuser la nature. La sexualité ne peut pas se penser à partir d'une prétendue nature, c'est un concept culturel qui évolue avec l'histoire, qui change selon les lieux, dans lequel la société et l'histoire donc entrent en jeu. Et ça permet donc de remettre en question le modèle naturel. Modèle naturel, alors là, pour le coup, je vous inviterai volontiers à lire Foucault et son histoire de la sexualité, parce que ce modèle naturel, pour l'imposer, les religieux et les moralistes sont allés chercher des exemples qui sont parfois tragicomiques. Foucault nous parle notamment d'un exemple naturel qui est sans cesse proposé par la religion catholique notamment, c'est le modèle de l'éléphant. D'après dans ce discours-là, naturaliste, l'homme devrait caler ou calquer en quelque sorte sa sexualité sur un modèle naturel qu'on peut trouver chez l'éléphant. Pourquoi? Parce que on affirme que cet éléphant, il ne pénétrerait sa compagne que très rarement et uniquement pour la reproduction. Donc, on est bien dans le modèle d'une sexualité qui a pour seul but la reproduction de l'espèce. C'est pas un plaisir qui est correct. Ensuite, cet éléphant, il est censé accomplir ce devoir conjugal dans le noir, à la nuit tombée. Encore une fois, c'est basé sur des observations complètement fantaisistes. C'est n'importe quoi, évidemment. Et enfin, on affirme qu'une fois qu'il a terminé son affaire avec la dame éléphant, eh bien, monsieur éléphant court se laver dans la rivière. Donc il est propre, c'est un modèle hygiéniste, etc. Bon, l'intérêt de Freud, vous voyez, c'est évidemment de sortir de tous ces discours complètement fantaisistes. On ne peut pas utiliser la nature, convoquer la nature pour déterminer ce que doit être la sexualité.
Et c'est dans ce sens qu'il convoque le concept de norme, c'est-à-dire quelque chose qui est contingent à la société et à l'histoire, et qui donc peut évoluer. Et c'est d'ailleurs peut-être parce que la norme nous permet de sortir de la nature qu'aujourd'hui, il est possible de contester Freud et le modèle de normalité hétérosexuelle qu'il propose lui-même. Mais j'insiste là-dessus parce que, vous voyez, on entend parfois dans le discours contemporain l'idée qu'il faut sortir toute sexualité de la normalité et des normes. Je comprends parfaitement ce discours parce qu'il cherche à, à éviter toute forme de contrainte. Et c'est tout à fait, il y a quelque chose d'assez généreux dans ce discours-là. Mais toutefois, je vous invite à bien comprendre que d'abord la norme, elle nous permet de refuser la nature, et surtout, je ne crois pas que l'époque contemporaine, dans ce qu'il peut avoir de plus progressiste, elle quitte véritablement en fait la pensée de la normalité. Notre pensée contemporaine de la normalité, de la sexualité, pardon, elle est toujours normative. Elle continue à poser des normes. Simplement, ces normes, elles ont complètement changé, n'est-ce pas? La norme, c'est sans doute plus l'hétérosexualité, enfin, même si ça reste, une structure patriarcale, mais dans le discours aujourd'hui, c'est sûr que c'est contesté, c'est là. Donc, ce n'est plus, sans doute plus l'hétérosexualité, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on en a fini avec l'idée d'une certaine normalité. Au contraire, il y a des comportements qui sont réputés insupportables et anormaux de ce point de vue-là. Anormaux au sens où ils doivent être réprimés par la loi. Donc, il y a des tas aujourd'hui de comportements sexuels qui relèvent ou non de la normalité. On n'en a pas fini avec la norme quand on prétend bousculer les normes. Voilà en gros ce que je voudrais dire de façon générale. Je ne sais pas, prenons l'exemple paroxystique. Personne aujourd'hui ne serait pour dire que, je ne sais pas, la pédophilie, c'est quelque chose de normal sexuellement. Justement, on veut la normaliser pour pouvoir la condamner légalement. Mais sans aller jusqu'à ces exemples paroxystiques, je ne suis pas certain, par exemple, que le voyeurisme soit quelque chose qui soit reconnu comme étant tout à fait normal aujourd'hui. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être le curseur de la norme, ça serait le consentement entre les parties présentes. Enfin voilà. Alors, la question, donc, c'est que ce concept de norme ne me paraît pas en lui-même totalement répréhensible. La question est plutôt de savoir pourquoi est-ce que Freud, qui est quand même quelqu'un d'éclairé, d'ouvert, c'est pas un bigot moraliste, quoi. Pourquoi est-ce que Freud, même si c'est un homme du 19e siècle, etc., il va poser une espèce d'hétéronormativité? D'où ça vient, ça? Et c'est troublant. Il faut bien le reconnaître. Alors, essayons de montrer un peu la généalogie de la chose. D'abord, Freud, c'est pas un bigot, au sens où, pour lui, normal ou anormal, c'est pas vraiment un problème. Il ne condamne aucune sexualité, d'abord. La norme, au fond, pour lui, en un certain sens, elle n'est que statistique et relative à la société dans laquelle on est. Et du coup, en même temps qu'il essaye de définir une normalité, il affirme, Freud lui-même affirme que tout le monde, en fait, est anormal. Toute relation sexuelle est anormale, au sens où, dans toute relation sexuelle, il y a bien des choses qui débordent la pénétration hétérosexuelle. Et que ce n'est pas forcément le dernier mot de toute relation sexuelle. Donc, de ce point de vue-là, pour Freud, la perversion est la règle. Je ne sais pas, un simple baiser, des préliminaires, le fait de regarder son partenaire, tout ça, ce sont des perversions, mais, encore une fois, des perversions qui concernent tout le monde. Pour Freud, le concept de norme, en fait, il n'a pas de connotation morale, donc. Et le seul problème qui peut être lié, selon lui, à ce qui est réputé pervers, c'est lorsque ça nuit à l'individu lui-même. Pour Freud, justement, ce qui pose problème, c'est quand l'individu n'arrive plus à s'intégrer à la société, à travailler ou à aimer de façon libre.
C'est le seul souci qu'il voit. Mais alors, vous direz-vous, s'il y a cette espèce de relative ouverture d'esprit, pourquoi est-ce que Freud irait qualifier de déviance ou de perversion tout ce qui s'éloignerait de la norme hétérosexuelle? Et là, il y a quelque chose de pas net, je crois, chez Freud, parce que d'une certaine manière, il relie cette normativité de la pénétration hétérosexuelle à l'évolution de la sexualité infantile. Je m'explique. Enfant égale pervers polymorphe, a-t-on dit. Simplement, Freud remarque que cette épreuve ou expérience de la perversion sexuelle chez l'enfant, elle obéit à une trajectoire. Ce sont ces observations de cliniciens qui lui font observer cela, qui lui font concevoir cela. Il montre que notamment il y a des stades dans l'histoire sexuelle infantile. Le premier stade serait le stade oral. C'est le moment où le nourrisson porte à la bouche tout ce qui l'entoure et trouve un plaisir dans la succion. Stade oral. Le plaisir est pris à découvrir le monde entier par la bouche. Deuxième stade, c'est le stade génital. C'est le moment où l'enfant va prendre plaisir dans une certaine douleur en retenant ses selles, dans la défécation et dans le fait de retenir parfois ses selles. Stade génital. Stade oral, stade génital. Et enfin, le dernier stade, ce serait justement stade oral, stade anal, ce que je raconte, et stade génital. Le dernier, c'est le moment où l'enfant découvre que son sexe est le lieu de son corps le plus à même de lui procurer du plaisir. Donc il y aurait une espèce d'évolution qui serait reliée à la question de l'évolution du choix d'objet. Avec qui a-t-on ou trouve-t-on le plaisir sexuel? Ce choix d'objet, il est relativement indistinct. Personne du même sexe ou de sexe différent pendant un grand temps de l'enfance. Et puis, il y aurait, selon Freud, une tendance à trouver dans la personne de sexe opposé le choix d'objet final. Là encore, il y aurait une évolution. Même en admettant, alors c'est là où pour moi il y a un problème admettons que ces observations cliniques soient justes. Je dis simplement admettons, parce que même c'est assez discutable. Mais en admettant même que ceci soit juste, je crois que cela n'explique en rien la raison pour laquelle on pourrait faire de l'hétérosexualité une norme. Même dans le schéma freudien. Même si je reste, si vous voulez, dans l'état de pensée de Freud. Tout simplement parce que ce qui n'est pas compréhensible à ce moment-là, c'est que il n'y a aucune raison qui amène à penser que cette évolution, ou ce que serait l'évolution de la sexualité infantile, elle devrait déterminer ce que sont les rapports sexuels de l'adulte. Là, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien qui permet de justifier ça. Et quant au choix d'objet, quand Freud nous dit finalement, l'enfant va choisir un objet du sexe opposé au sien. Mais là encore, jusqu'à quel point ne peut-on pas dire que c'est tout simplement par intériorisation des normes sociales environnantes? Donc vous voyez, pour des tas de raisons différentes, on n'arrive pas à comprendre pourquoi de ces observations, Freud conclut à l'hétéronormativité. Et il me semble même qu'il y a quelque chose d'un petit peu, de très délicat et de tout à fait contradictoire dans cette affirmation freudienne à la fin, c'est que je me demande jusqu'à quel point, en prétendant déduire l'hétéronormativité de l'évolution de la sexualité infantile, Freud n'est pas en train de réintroduire le modèle de la nature par-delà celui de la norme qu'il avait prétendu opposé à celui de la nature. Tout se passe comme s'il voyait chez l'enfant une sorte d'évolution naturelle qui lui permettrait de poser l'hétéronormativité, alors même qu'il a rejeté la nature comme norme. Bon, je vais un peu vite, ce ne sont que des idées jetées en l'air, mais vous voyez comment, même d'un point de vue freudien, ce coup de l'hétéronormativité, c'est un peu difficile à affirmer. Évidemment, aujourd'hui, ça a été remis en question, même
à l'extérieur de la psychanalyse pour critiquer la psychanalyse, mais aussi à l'intérieur même de la psychanalyse par certains psychiatres qui s'écartent pour le coup de la norme freudienne. Alors quoi qu'il en soit de ce débat autour de la façon dont Freud définit la perversion et la normativité, j'en reviens au concept de perversion pour essayer de comprendre justement comment il va nous permettre de comprendre ensuite celui de sublimation. Donc, à partir de Freud, encore une fois, faisons comme si de rien n'était, sont jugés pervers tous les comportements qui ne reconnaîtraient pas la priorité de la zone génitale et qui stagneraient dans des activités secondaires ou préliminaires. Donc, le pervers, pour Freud, c'est celui qui, en quelque sorte, néglige ce que devrait être le but ou le terme de toute sexualité. Le pervers est celui qui n'intègre pas la priorité de la zone génitale. J'insiste là-dessus parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déviation, mais déviation quant au but sexuel. On va trouver sa satisfaction sexuelle ailleurs, autrement que dans la pénétration hétérosexuelle. Voilà ce que nous dit en gros Freud. Encore une fois, c'est tout à fait discutable, mais ce n'est pas notre problème ici. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre comment on va définir la sublimation par opposition à la perversion. On pourrait dire d'une certaine manière que celui qui sublime, il fait un petit peu comme le pervers, il va dévier ou proposer une forme de déviation par rapport au but sexuel. Sauf que cette déviation chez celui qui sublime, elle est très différente de celle proposée par le pervers. Ce n'est pas que la zone génitale, ou la priorité plutôt de la zone génitale n'est pas reconnue. Ici, c'est plutôt que la déviation, elle nous fait sortir du domaine de la sexualité en général pour aller vers le domaine culturel. Donc, la sublimation, c'est une décharge pulsionnelle qui est arrachée au domaine de la sexualité. En ce sens-là, c'est une forme d'anormalité, si vous voulez, au sens freudien, mais une anormalité qui est reconnue et saluée socialement, gratifiante même pour celui qui l'exerce. D'où la formule célèbre que vous entendez parfois, qui est un peu simpliste et qui est un petit peu fausse, mais on dit souvent, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Eh ben, c'est un névrosé ou un pervers qui a réussi. Alors, une fois qu'on a vu la distinction entre ces trois destins de pulsion, essayons de comprendre justement maintenant leur articulation. Ce que nous dit Freud dans ce texte, par ailleurs, c'est que ces trois destins de pulsion, névrose, perversion, sublimation, elles concernent tout le monde. Tout le monde est un pervers, tout le monde est un névrosé, tout le monde est quelqu'un qui sublime, un artiste, si on veut. Enfin, bon. Ça concerne tout le monde, mais ça concerne tout le monde selon, un dosage qui est à chaque fois différent et qui constitue en quelque sorte votre individualité. Ce qui fait, dit Freud, le comportement d'une personne, son caractère, c'est-à-dire ce qui l'a défini comme personnalité, si vous voulez, c'est cette espèce de dosage entre les différents destins de pulsion, entre névrose, perversion ou sublimation. Certaines personnes vont être plus du côté de la névrose, anao par exemple, d'autres vont avoir une plus grande capacité à sublimer et deviendront des artistes reconnus. Ce caractère artiste, donc, viendrait de ce que vous avez une plus grande capacité à sublimer que d'autres. Alors, voilà pour le concept de sublimation. Essayons maintenant de rentrer un petit peu plus dans, dans le comment de la sublimation. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on sublime? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour ce faire, je vais me tourner vers un troisième texte. Cette fois-ci, c'est un texte de 1908
Il s'intitule « Le créateur littéraire et la fantaisie ». Alors dans ce texte, Freud essaye en quelque sorte d'expliciter ce qui se joue dans la sublimation en proposant un parallèle entre trois activités très différentes. L'enfant qui joue, le créateur littéraire et en général on pourrait dire l'artiste, donc en tant qu'il sublime, et puis l'adulte qui lui se contente simplement de rêvasser, la rêverie. L'enfant qui joue, l'artiste qui crée, l'adulte qui rêvasse. Donc voici comment le texte est construit. On commence par une comparaison, par une analogie plutôt, entre l'enfant qui joue et l'artiste qui crée, le créateur littéraire qui crée. Je lis le passage. Chaque enfant qui joue se comporte comme un poète dans la mesure où il se crée un monde propre, où il arrange les choses de son monde suivant un ordre nouveau à sa convenance. Ce serait un tort de penser alors qu'il ne prend pas ce monde au sérieux. Au contraire, il prend son jeu très au sérieux. Il y engage de grandes quantités d'affect. L'opposé du jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité. Le créateur littéraire fait la même chose que l'enfant qui joue. Il crée un monde de fantaisie qu'il prend très au sérieux, c'est-à-dire qu'il dote de grandes quantités d'affect. Alors, il y aurait une analogie possible entre le jeu de l'enfant et la création de l'artiste. L'artiste, l'enfant, dit-il, est déjà un poète. Il a au sens peut-être où il a une activité qu'on pourrait dire poétique, il fabrique quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Eh bien, il fabrique un monde, nous dit Freud. Donc, l'activité, le jeu de l'enfant est poétique et on pourrait dire c'est une activité cosmologique. Elle consiste à inventer un monde, à définir les lois d'un monde. Qu'est-ce que ça veut dire créer un monde? En fait, ça veut dire plus exactement réarranger le monde réel. L'arranger à sa convenance. Mais l'enfant bute contre le monde et va avoir tendance à le réarranger pour rendre le monde plus convenable à ce qu'il cherche. Réarrangement du monde réel, ça veut dire aussi que, du coup, l'imagination, l'invention, vous voyez, on pourrait dire qu'elle est essentiellement, elle n'est créatrice qu'au sens où elle est reproductrice. Je veux dire par là que cette création d'un monde, ce n'est pas une création ex nihilo. On ne part pas de rien. On part du monde tel qu'il est, mais on le réarrange. On le recrée. Donc l'enfant qui joue, c'est un inventeur de monde, mais ce n'est pas pour autant un dieu au sens où le dieu crée le monde ex nihilo, est censé créer le monde ex nihilo. Ensuite, Freud ajoute un point, c'est que ce jeu de l'enfant, pour autant qu'il vaut comme comparaison avec la création artistique, ce jeu de l'enfant n'est pas à considérer simplement comme un amusement, un divertissement. Le jeu n'est pas un simple amusement parce qu'il a à voir avec le sérieux. Un jeu, c'est sérieux, c'est même très sérieux, nous dit Freud. Au point qu'il va jusqu'à dire que le contraire du jeu, c'est pas le sérieux, mais la réalité. Ça, vous le comprenez très bien, justement, la réalité, il la réinvente. Il contrarie le monde réel pour lui opposer le monde qu'il crée dans son jeu. Donc c'est ça le contraire du jeu, c'est bien la réalité. Et en revanche, ce monde qu'il recrée, c'est un monde qui est sérieux, qu'il prend très au sérieux, parce que prendre au sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire doter d'une quantité d'affect. Regardez, alors on pourrait dire, pour comprendre ça, insister sur l'importance de la règle du jeu. Les enfants qui jouent, ils imposent, ils suivent des règles. Et quand un enfant dans le groupe ne suit pas la règle, c'est la dispute. N'est-ce pas? Donc,
Ça veut bien dire que c'est bien une cosmologie. Un cosmos, c'est un monde organisé par des lois. Cosmos, c'est pas le chaos. Le cosmos, il est régi par des lois. Ces lois, ces règles, elles ont un sens fondamental pour l'enfant. On les prend très au sérieux. Et si le jeu n'est pas pris au sérieux, c'est la crise. Eh bien, nous dit Freud, l'artiste, c'est exactement la même chose que l'enfant qui joue. Il crée un monde qu'il crée à sa convenance pour contrarier l'inconvenance du monde réel et qu'il prend très au sérieux. Il y a des règles de l'art. Règles de l'art, d'ailleurs, qui ne sont pas simplement à situer du côté des règles techniques qu'on apprend. C'est aussi les règles qu'on invente. C'est aussi, par exemple, les protocoles qu'on peut s'imposer et qu'on suit. Même quand vous êtes un surréaliste et que vous laissez le hasard vous guider d'une certaine manière, vous vous imposez une règle. Je m'impose de ne pas laisser ma conscience entraver mon inconscient. Donc la règle est essentielle et on crée un cosmos, un monde régi par des lois qui contrevient en partie au monde réel. On se crée un monde à sa convenance, c'est pas simplement d'ailleurs... pourquoi est-ce qu'il est plus convenable? C'est aussi parce qu'on peut s'y tenir. Le monde de l'artiste, c'est le monde dans lequel il peut vivre, par opposition au monde réel dans lequel il peine à trouver sa place. Il y a une très belle illustration presque littérale, j'ai envie de dire, de ce que nous dit Freud, de cette invention des mondes chez l'artiste, dans un film de Pasolini qui est Théorème. Vous voyez, le jeune homme de la famille, quand il se met à la peinture, eh bien, il raconte ça exactement. Enfin, c'est en relation avec Francis Bacon qui lui sert de modèle, mais il y a ce lien très fort justement sur l'idée que on se crée un monde où tous les défauts, où tous nos propres défauts, ceux qui justement sont stigmatisés par le monde réel et environnant, peuvent trouver leur place. Peuvent être recouverts ou devenir des forces même parfois. Alors ça c'était le premier terme, la première comparaison. Artiste qui crée, enfant qui joue. Deuxième comparaison, artiste qui crée, adulte qui rêvasse. Là-dessus, il y a également quelque chose d'analogue entre ces deux activités. D'ailleurs, on peut être à la fois un artiste qui crée et un adulte qui rêvasse. Les deux ne sont pas du tout contradictoires. Simplement, dans les deux cas, ce qui est analogue, si vous voulez, pour Freud, c'est que c'est l'insatisfaction qui est le principe moteur. C'est parce que je suis insatisfait du monde réel que je crée ou que je rêvasse. La rêverie, c'est une manière de sortir du monde. Et là encore, c'est une manière de sortir du monde en s'inventant un univers dans lequel on est bien, on est satisfait. La grande différence, c'est que c'est dans la réception, on pourrait dire, de ces mondes par le reste de la société. L'adulte qui rêvasse ne va pas être mis sur un piédestal par la société. Au contraire, la société du travail aura tendance à le condamner. Tu es un paresseux, tu n'es pas productif. En revanche, l'artiste qui crée un monde, la société va le placer sur un piédestal. Donc là, il y a une différence fondamentale, c'est que d'un côté, vous avez une activité qui est accueillie avec indifférence ou réprobation, et dans l'autre cas, il y a une activité qui produit un plaisir social. L'artiste, dans son activité, va plaire, va charmer. C'est ce que Freud appelle le secret de l'art. Ce secret, qui est propre à la sublimation, donc, il permet une transformation du contenu psychique originaire de l'individu, transformation ou plutôt recouvrement par ce qu'on appelle habituellement la beauté.
le contenu psychique originel est transposé dans le domaine culturel en étant recouvert par la beauté. Donc le secret, autrement dit, de la sublimation consiste, on pourrait dire, à atténuer le caractère égoïste, libidinal de la pulsion par tout un jeu de voiles, de modifications, de recouvrements. C'est ce que Freud appelle la prime de séduction. L'artiste accorde une prime de séduction au contenu psychique originel. Ces fantasmes, c'est pour le dire plus simplement, ces fantasmes sont déguisés et objectivés dans un travail formel qui va en quelque sorte détourner l'attention, faire oublier tout ce qu'il peut y avoir d'égoïste et de libidinal dans la pulsion originaire. Et ce détournement de l'attention permet une levée d'inhibition chez le spectateur qui peut apprécier ainsi l'œuvre proposée. Alors, une fois de plus, on en arrive à quelque chose qui me paraît discutable chez Freud. Alors, peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, pourront-ils raccorder ça à ce que j'ai pu dire dans le cours de deuxième année, lorsqu'on a j'avais fait une critique de la conception de l'art, qui opposait le fond et la forme. Parce qu'au fond, je crois que Freud, dans sa conception de l'art, a tendance à revenir ou à reprendre ce vieux schéma bourgeois de l'œuvre d'art qui serait constituée par l'opposition du fond et de la forme. Simplement, chez lui, le fond, il est d'origine psychique et libidinale. Et la forme, ce serait donc ce travail, cette prime de séduction qui permettrait de recouvrir ce fond. La forme recouvre le fond. La beauté, c'est ce qui vient masquer la violence des forces pulsionnelles à l'œuvre dans la création. Il y a un psychanalyste français, commentateur de Freud, qui s'appelle Jacques Lacan, qui a une phrase assez remarquable justement pour comprendre la façon dont Freud définit la beauté. C'est dans un livre qui s'appelle Kant avec Sade. Il écrit ceci: fonction de la beauté, de point, barrière extrême à interdire l'accès à une horreur fondamentale. Fonction de la beauté, de point, barrière extrême à interdire l'accès à une horreur fondamentale. La beauté, donc, recouvre l'horreur. Barrière extrême à interdire l'accès... Pardon, oui. Qui a dit ça ? Jacques Lacan. Jacques Lacan, dans un texte donc, qui s'intitule Kant avec Sade. Lacan, L-A-C-A-N, psychanalyste français, XXe siècle. Fonction de la beauté, barrière extrême à interdire l'accès à une horreur fondamentale. Et j'ai envie de dire, avec une telle définition de la beauté, vous voyez que finalement, j'ai envie de dire que l'œuvre d'art relève peut-être de la cosmologie pour Freud, mais on pourrait tout aussi bien dire que l'œuvre d'art semble aussi chez lui relever de la cosmétique. Au fond, parce que ce que propose l'artiste, c'est une sorte de ravalement de façade. On met une couche de ripolin sur ce qui est impossible à regarder pour le rendre acceptable. Donc la cosmologie, c'est peut-être simplement de la cosmétique. Un enjolivement. Ça, c'est terrible, je crois, parce que finalement, je crois que ça nuit au concept de beauté. Parce que finalement, ça va rabattre la beauté du côté du joli. La beauté est un enjolivement des choses. Ce qui est très pauvre comme définition du beau. Tiens, d'ailleurs, j'y pense maintenant, je n'avais pas fait le rapprochement, mais Lacan a été à un moment le détenteur du tableau célèbre L'origine du monde. Simplement, ce tableau, il ne l'exhibait pas chez lui. Ce tableau était recouvert par un dispositif où il y avait un deuxième tableau qui pouvait coulisser et qui venait recouvrir, en quelque sorte, le tableau originel.
Vous voyez, comme si il fallait, encore une fois, toujours dans cette définition de la beauté comme entreprise de voilement, de recouvrement de ce qui n'est pas montrable, au fond, il appliquait, ou il redoublait en quelque sorte le processus de sublimation. Assez étonnant. Bon, vous le voyez, j'en arrive à un point là où je vais commencer à sortir de plus en plus de cette conception de la psychanalyse pour la regarder d'un petit peu plus haut. Je l'ai déjà fait un petit peu tout à l'heure avec ce concept de perversion. On va continuer l'entreprise, mais cette fois-ci pour essayer de mieux comprendre, de mieux réfléchir, voilà, disons ça comme ça, cette façon qu'a la psychanalyse de comprendre l'art. Donc je vais essayer de développer maintenant les limites, montrer plutôt toutes les limites de la conception psychanalytique de l'art. Essayons de prendre un peu de recul critique, quoi. Alors, Freud nous dit donc, au terme de ces quelques textes là déjà évoqués, que l'artiste, qui définit l'artiste, c'est sa capacité à sublimer, et que celle-ci consiste à recouvrir en quelque sorte, dans un travail formel, les pulsions originaires de l'artiste. Soit. Mais est-ce qu'on a vraiment avancé quant à la définition de l'artiste? Et est-ce que ça nous permet, jusqu'à quel point ça nous permet vraiment de comprendre ce qu'est une œuvre d'art en tant que telle? Peut-être pas, en fait. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. D'abord, et là, pour le coup, vous allez voir que je critique Freud, mais une critique que Freud, d'abord, en tout cas, pourrait tout à fait assumer lui-même. Premier point de critique concernerait la question de la définition de l'artiste lui-même. Qui est artiste? Qui et comment est-on artiste? Je reviens, pour le coup, avec un quatrième extrait, que je reprends à nouveau dans Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Je lis le texte, il est très court. Une bonne nature a donné à l'artiste la capacité d'exprimer ses impulsions psychiques les plus secrètes, celles qui lui échappent à lui-même, au moyen des œuvres qu'il crée, et ces œuvres ont un effet puissant sur ceux qui sont étrangers à l'artiste, et qui également ignorent la source de leur émotion. Alors, que nous dit Freud dans ce texte? Au fond, qui et comment naît un artiste? Qui est artiste? Eh bien, vous voyez que la réponse, finalement, de la psychanalyse, au final, consiste à nous dire, eh bien, c'est une bonne nature. C'est la bonne nature qui a donné à l'artiste la capacité de sublimer. C'est un don. On l'a ou on l'a pas. Et j'ai envie de dire que, de ce point de vue-là, la psychanalyse n'a peut-être pas beaucoup progressé depuis toutes ces théories qui, depuis l'Antiquité, nous disent que l'artiste est inspiré, alors, je ne sais pas, par un génie, par une muse, voire par Dieu lui-même, etc., etc. C'est toujours quelque chose qui lui est donné. Ensuite, le travail artistique lui-même, dans l'optique psychanalytique, il reste finalement assez difficile à comprendre, parce qu'il y a quelque chose qui nous échappe, c'est notamment le lien entre l'activité inconsciente et l'activité consciente. Il y a une pulsion originelle, elle est sublimée, et elle est, en quelque sorte, reprise et travaillée par un artiste dans un travail formel qui est en grande partie conscient. L'artiste, il n'est pas sous état d'hypnose, enfin pas totalement, du moins quand il crée son œuvre. Il sait ce qu'il fait en partie. Du moins, il croit savoir, il a des intentions, elles sont parfois balayées par le travail lui-même et il rebondit ailleurs, mais peu importe. Il est conscient, présent à son travail. La question est de savoir comment se fait le lien entre cette sublimation inconsciente et cette activité consciente. Eh bien, là-dessus, Freud lui-même reconnaît qu'il ne peut rien dire, que ça lui échappe. Et surtout, dernier point pour moi essentiel, il concerne non pas tant la question de l'artiste lui-même, mais plutôt la question de l'œuvre. Finalement, expliquer une œuvre d'art pour un psychanalyste, ça consiste, on pourrait presque dire, à se débarrasser des œuvres pour aller voir l'artiste. Parce que finalement, tout ce qui fait justement la spécificité de ce travail formel, tout ce qui fait, tout ce qui est matière, tout ce qui est forme, etc., tout ceci est un peu négligé par
l'interprétation psychanalytique, puisque ce qui compte finalement, c'est le point source, c'est la remontée vers le passé infantile de l'artiste. Au fond, ce qui fait l'œuvre comme telle, Freud le néglige quelque peu. Freud a tendance, je pourrais dire, à comprendre l'œuvre d'art exactement comme il comprend les rêves. Vous savez, dans les rêves, quand Freud interprète ou explique un rêve, il veut passer de ce qu'il appelle le contenu manifeste au contenu latent. Le contenu manifeste de votre rêve, qu'est-ce que c'est? C'est, au fond, le rêve tel qu'il est à votre réveil. La façon dont vous vous en souvenez. J'étais en haut d'une tour, tout à coup je me suis envolé, etc. etc. Ça, c'est le contenu manifeste du rêve. Vos souvenirs, les images, les représentations, etc. Tout ce qui structurait, au fond, votre rêve. Tout ce qui fait votre souvenir. Eh bien, Freud dit qu'il faut commencer par exposer ce contenu manifeste, mais dans le but de remonter à autre chose, qui est le contenu latent. Autrement dit, pour Freud, vous voyez, c'est toujours la même chose, il s'agit d'aller derrière le voile des apparences et remonter à quelque chose comme une vérité. Tout simplement parce qu'il s'agit de remonter du rêve tel qu'il apparaît à la conscience au rêve tel qu'il est structuré par l'inconscient. J'ai envie de dire qu'il en est un peu de même des œuvres d'art. Tout se passe comme si, dans l'art, les apparences n'étaient qu'un voile secondaire, un masque. Un masque qu'on peut négliger parce que ce qui compte, c'est d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et ce derrière, on va le chercher même pas dans l'œuvre, on va le chercher chez l'artiste. Or, et là maintenant pour le coup je sors vraiment de la psychanalyse pour en proposer une critique philosophique de ce point-là. Critique philosophique que je vais chercher chez un philosophe français du XXe siècle qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty. MERLEAU-PONTY. Maurice Merleau-Ponty. Alors Merleau-Ponty, vous le connaissez peut-être parce que parfois en terminale on lit un peu L'œil et l'esprit. Mais ce n'est pas de L'œil et l'esprit dont je vais parler là, c'est d'un autre texte que Merleau-Ponty consacre encore une fois à Cézanne, parce que L'œil et l'esprit c'est un texte sur la vision chez Cézanne. Là c'est un autre texte qui s'intitule Le doute de Cézanne. Merleau-Ponty, Le doute de Cézanne, si vous voulez, c'est tout à fait lisible, hein, Merleau-Ponty c'est très beau à lire, d'ailleurs très belle langue. L'œil et l'esprit c'est magnifique. Le doute de Cézanne c'est très court et c'est très lisible, et vous trouverez ça dans un recueil qui s'intitule Sens et non-sens. Il y a des chaises, hein, il y a des chaises là, n'hésitez pas. Sens et non-sens. Alors, le but de ce texte, de cet article de Merleau-Ponty, c'est d'essayer de comprendre donc le sens de l'œuvre de Cézanne, et donc pour ce faire, de remettre en question l'idée selon laquelle l'œuvre devrait s'expliquer par la vie de son auteur. Autrement dit, Merleau-Ponty, il veut remettre en question la pertinence des explications biographiques ou généalogiques de l'art. Il n'est pas absolument, j'insiste sur le absolument, nécessaire de connaître la vie d'un auteur pour comprendre son œuvre. Alors, ce n'est pas absolument nouveau, hein, ce que nous dit là Merleau-Ponty, il y a d'autres l'ont dit avant lui. Le texte le plus célèbre sur ce point, c'est sans doute le Contre Sainte-Beuve de Proust. Mais Merleau-Ponty va nous proposer des outils conceptuels qui vont nous être très utiles pour la suite du cours. Parce que pour remettre en question l'idée selon laquelle, pour expliquer une œuvre, il faut se pencher vers son auteur, Merleau-Ponty va proposer une distinction entre symbole et symptôme. Dans une explication psychanalytique de l'art, l'œuvre comme telle n'est finalement qu'un symptôme. Et elle est
négligée et négligeable pour le psychanalyste parce qu'elle n'est que symptôme de quelque chose d'autre. On saute par-dessus l'œuvre, on la néglige, parce qu'il s'agit d'effectuer un autre saut, celui qui va nous amener à rebours de l'œuvre vers son auteur. Donc le symptôme vous invite à faire un mouvement en arrière de l'œuvre vers son auteur. Or, pour Merleau-Ponty, une œuvre ne peut pas être que un symptôme. Une œuvre est aussi un symbole. Symbole, en grec, symbalein, emporté avec. L'œuvre nous emporte avec elle, et c'est ce avec elle qui est essentiel. L'œuvre nous emporte avec elle, en elle. Il ne s'agit pas de sortir de l'œuvre pour aller à rebours d'elle vers son auteur, il s'agit, dans un mouvement vers l'arrière, il s'agit plutôt avec le symbole de comprendre l'œuvre en tant qu'elle nous emporte dans un mouvement vers l'avant, qui est un mouvement à l'intérieur d'elle-même, vers l'horizon de sens qu'elle ouvre. Une œuvre, c'est un réservoir de sens. Il s'agit d'entrer dans le mouvement que l'œuvre nous propose en tant que symbole, et non d'aller à rebours dans un mouvement qui nous amènerait vers son auteur. Vous voyez, ce sont deux types de compréhension qui s'opposent au fond par leur dynamique. La symptomatique psychanalytique nous emmène vers l'arrière, la symbolique esthétique nous emmène vers l'avant. Si vous voulez d'autres métaphores, on pourrait dire il ne s'agit pas de remonter en amont de l'œuvre dans son auteur, il s'agit d'aller en aval, de poursuivre en quelque sorte le mouvement qu'elle dessine elle-même. Alors, j'insiste là-dessus. Maintenant, ce que je dis là ne signifie pas que l'explication symptomatique n'a aucun sens. Ça peut être très intéressant de se tourner vers la vie de l'auteur pour éclairer un certain nombre de choses. Par exemple, et vous voyez qu'on a fait un long détour, mais on revient un petit peu à Lynch maintenant. Par exemple, il serait tout à fait possible de considérer la séquence que nous avons vue la dernière fois dans Lost Highway comme un symptôme de l'existence de David Lynch. Je vais vous lire ici un extrait donc des entretiens de David Lynch avec un critique américain qui s'appelle Chris Rodley. C'est un texte que vous trouvez au Cahier du cinéma, je vous en recommande la lecture, c'est un très 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 bon texte sur, sur la création cinématographique, avec en plus, vous allez voir un Lynch qui est assez retors, parce que très souvent il ne répond pas aux questions qu'on lui pose. Il va répondre à une question qu'on lui a posée sur Eraserhead 100 pages plus loin quand il va commenter un autre film, par exemple. Donc il faut vraiment... Lynch est quelqu'un qui avait un problème avec le langage. Pendant toute une partie de sa vie, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait fait ce court-métrage qui s'appelait The Alphabet. C'est quelqu'un qui, à un moment, n'arrivait pas à parler, avait du mal dans toute insertion sociale. Il disait lui-même que plutôt que de parler, il émettait des espèces de vagues borborigmes, comme ça. Personne n'arrivait jamais à avoir une discussion avec lui. Et il a toujours eu un problème avec le langage qu'il considérait comme une violence. Mais néanmoins, il dit énormément quand vous le lisez, sauf qu'il ne dit pas forcément au moment où on s'y attend, quoi. Par exemple, à un moment, il raconte cet événement. Alors ça se passe quand il habitait Philadelphie, qui à l'époque était une ville Oui, pardon. C'est quoi déjà le texte ? Alors le texte s'appelle... attends, Entretien avec Chris Rodley. Donc c'est David Lynch, Entretien avec Chris Rodley. Chris, C-H-R-I-S, Rodley, R-O-D-L-E-Y. Toutes les références, de toute façon, sont dans les textes que je vous ai envoyés, là. Vous trouverez le... Voilà. Et c'est traduit par les éditions du Cahier du cinéma.
Donc à un moment, il vit à Philadelphie, dans un quartier un peu difficile, vous allez le voir. Au moment où il vit tout ça, il est déjà marié, il vient d'avoir une enfant. Voici ce qu'il dit donc de cette vie à Philadelphie. La vie ne coûtait pas cher, mais la ville faisait peur. Un gosse s'était fait descendre en bas de la rue et les marques de craie qui entouraient son cadavre sont restées 5 jours. Nous avons été braqués 2 fois. On a tiré dans nos vitres et volé notre voiture. La maison a été cambriolée 3 jours à peine après notre installation, mais j'avais un sabre que le père de Peggy m'avait donné. Je me suis réveillé et j'ai vu le visage de Peggy à 10 cm du mien, qui avait une expression de frayeur que je ne souhaite plus jamais voir sur le visage de personne. Il y a quelqu'un dans la maison. Je me suis levé brusquement, j'ai passé un caleçon à l'envers, j'ai saisi le sabre et je me suis mis à hurler « Foutez le camp d'ici !» Je me suis avancé en haut de l'escalier, le sabre levé, en continuant à gueuler. Et les gens qui étaient entrés n'ont pas compris car la maison était très longtemps restée vide. Ils avaient l'habitude d'y venir. J'ai fait une faute, j'ai écrit « ils sont » ils ont soudain compris que quelqu'un vivait là et ils sont partis. Il ne s'est rien passé. Les voisins ont été réveillés par le boucan, mais ils ont pensé que je criais sur Peggy. Je dis souvent que la seule chose qui nous protégeait de l'extérieur, c'était les briques. Mais les briques auraient aussi bien pu être en papier. Nous nous sentions toujours si près d'un danger extrême, et notre peur était si intense. Il y avait de la violence, de la haine et de l'ordure. Il n'empêche que cette ville m'a influencé plus que toute autre chose dans ma vie. Et c'est juste arrivé quand il le fallait. J'ai vu des choses terrifiantes, mais qui étaient aussi excitantes. Alors, vous voyez, vous pourriez ici jouer au psychanalyste comme Freud a joué au psychanalyste en lisant un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Ça paraît tout à fait aisé, facile d'une certaine manière. On voit ici comment, au fond, on peut retrouver dans une existence, parfois, l'origine de certains éléments de l'œuvre. Mais encore une fois, je suis persuadé que ceci ne suffit pas. Lorsque sa femme, d'un air terrifié, lui dit « There's someone in the house », bon, et puis la terreur qu'il voit sur le visage de sa femme, c'est sans doute, c'est très certainement l'histoire de Lost Highway. On ne peut pas s'empêcher de plaquer les images qu'évoque Lynch dans ce souvenir et les images qu'il va créer quelques années plus tard. Et puis par ailleurs, la façon qu'il a de raconter cette anecdote, on l'imagine en slip en haut de son escalier avec son sabre de samouraï, là, bon, c'est très cinématographique, c'est très cinégénique. C'est une scène de cinéma, en fait, qu'il nous raconte là, très exactement. Mais vous voyez que si ça a du sens de remonter à cet incident biographique, en même temps, ça reste insuffisant, parce que ça vient négliger ce qui est peut-être l'essentiel, à savoir la puissance formelle et symbolique du film. Puissance formelle parce que, d'abord, je ne comprends pas avec ce que raconte Lynch, ça ne suffit pas à m'expliquer pourquoi l'homme mystère est tel qu'il est. Pourquoi il y a ce visage? Pourquoi il y a ce masque? Pourquoi il y a ce rire? Pourquoi il y a cette ubiquité? Pourquoi il y a cette étrange intimité avec le personnage de Fred? Ça, encore une fois, ça ne suffit pas à l'expliquer, et ça ne suffit pas non plus à expliquer pourquoi, comme spectateur, je suis happé par cette œuvre. J'ai vu Lost Highway avant de lire les entretiens avec Chris Rodley, et j'ai été embarqué dans le mouvement symbolique proposé par le film, sans avoir à remonter, n'est-ce pas, la généalogie et l'histoire et la biographie. Donc tout ceci, encore une fois, excède le simple mouvement biographique. Il nous faut donc essayer de lui donner un sens. Alors, comment est-ce qu'on va faire maintenant qu'on en est là? En gros, voilà, la psychanalyse, elle a proposé un mouvement général qui ne me paraît pas opportun, qui ne me paraît pas tout à fait pertinent pour comprendre quelque chose d'autre qui serait donc le fait que l'œuvre puisse être un symbole, disons ça comme ça. Est-ce que ça veut dire que existe la psychanalyse et on oublie tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien? Est-ce que tout ce détour a été inutile? Bon, c'est bien que si je pose la question comme ça, c'est non. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est que quand bien même nous ne sommes pas des psychanalystes et ne désirons pas l'être,
quand bien même nous ne désirons pas faire des œuvres des simples symptômes, il y a dans la psychanalyse un certain nombre d'éléments qui vont nous faciliter la tâche dans notre enquête symbolique. C'est-à-dire que le mouvement que Merleau-Ponty présente comme symbolique, ce mouvement vers l'avant, vers l'horizon de sens, eh bien il peut se nourrir et réutiliser un certain nombre des outils de la psychanalyse. C'est ce qu'on va essayer de faire dans le reste de la séance et la séance prochaine. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer maintenant, exposer un certain nombre d'outils psychanalytiques d'abord à l'intérieur de la psychanalyse, et ensuite on va voir comment on peut reprendre ces outils pour expliquer une séquence de Eraserhead et ensuite revenir à notre séquence de départ qui était la séquence de Lost Highway. Vous voyez à peu près le cheminement, en gros, que je vous propose. Alors, eh bien, pour utiliser ça, nous allons justement reprendre la psychanalyse, mais cette fois-ci pour voir jusqu'à quel point elle est elle-même symbolique, jusqu'à quel point elle utilise elle-même les outils symboliques. Et pour cela, il faut voir comment la psychanalyse interprète les rêves. Alors, 6e extrait que je tire de l'introduction à la psychanalyse, donc c'est un texte de 1917. Encore une fois, tout ceci, c'est dans le choix de texte que je vous ai envoyé. Alors, dans cette introduction à la psychanalyse, Freud, à un moment, évoque le rêve qui lui a été raconté par une patiente qu'il avait en analyse. Donc cette patiente, elle lui raconte un rêve fait juste après un rapport sexuel décevant avec son compagnon. Rapport sexuel décevant pour deux raisons. D'une part, parce qu'il était marqué par la peur de tomber enceinte, et ensuite parce qu'il était très frustrant pour la femme à cause d'un retrait précoce du partenaire. Donc c'est le rêve que nous allons entendre, c'est un rêve qui suit une frustration sexuelle. Donc voici le contenu manifeste du rêve, c'est-à-dire le rêve tel qu'il reste présent dans la conscience de la patiente le lendemain matin. Un officier vêtu d'un manteau rouge la poursuit dans la rue. Elle se met à courir, monte l'escalier de sa maison. Il la suit toujours. Essoufflée, elle arrive devant son appartement, s'y glisse et referme derrière elle la porte à clé. Il reste dehors. En regardant par la fenêtre, elle le voit assis sur un banc et pleurant. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà le contenu manifeste. Freud nous dit, eh bien, il faut remonter du contenu manifeste au contenu latent, mais pour ce faire, eh bien, il faut quand même avoir une lecture symbolique du rêve. Freud disait que, vous trouverez ça dans les 5 leçons, si je me souviens bien, il disait le rêve, c'est la voie royale qui mène à l'inconscient. Si vous voulez comprendre ce qu'est l'inconscient et comment il fonctionne, analysez vos rêves. Penchez-vous vers les rêves. Le rêve est la voie royale qui mène à l'inconscient, mais non seulement l'inconscient particulier, l'inconscient qui est le vôtre, ou l'inconscient qui est le propre du patient qu'on a en analyse, mais l'inconscient en général également. Parce qu'il y a un certain nombre de structures de l'inconscient qu'on retrouve d'une personne à l'autre. Ce qui est intéressant, donc, c'est de comprendre les procédés généraux à l'œuvre dans le travail de l'inconscient. Il y a un travail de l'inconscient, et dans le rêve, on pourrait dire ça travaille. L'inconscient travaille, le refoulé travaille. Ça travaille, le contenu manifeste et le résultat d'un travail, c'est le résultat d'une substitution, à nouveau. Le contenu manifeste, c'est le résultat d'une substitution d'idées oniriques. Et il y a substitution parce que le moi se défend. Parce qu'on ne veut pas laisser passer un certain nombre de choses. On ne peut pas exprimer un certain nombre de choses. Autrement dit, pour Freud, il est presque étrange d'utiliser le rêve à la première personne, le verbe rêver à la première personne. On ne devrait pas dire « je rêve », on devrait dire « ça rêve en moi ». Et ça rêve en moi pour me protéger d'idées que j'ai refoulées. Ça rêve en moi, il y a un travail du rêve
travail dans lequel on peut notamment relever un certain nombre de processus de symbolisation. Alors, quels sont ces processus de symbolisation? Alors, d'abord, symbolisation, ici, je le prends en un sens très très large. La symbolisation, c'est la représentation indirecte d'une idée, d'un désir, d'une représentation, etc., d'une autre représentation. Cette représentation indirecte peut prendre plusieurs formes. Parmi ces formes, nous allons analyser la figuration, l'analogie, la condensation, le déplacement. Figuration, analogie, condensation, déplacement. Commençons avec la figuration. C'est assez simple. En fait, figurer, c'est transposer en figure, en image. C'est l'idée que même une idée abstraite peut être représentée par une image. Exemple donné par Freud, un aristocrate pourra être représenté par l'image d'une haute tour, parce que c'est quelqu'un de haut placé dans l'échelle sociale. Voilà un exemple, si vous voulez, de figuration. Ensuite, il y a l'analogie. Alors, analogie, en fait, Freud n'utilise pas toujours ce terme, il utilise parfois le terme de symbole, mais non plus au sens large que nous avons vu tout à l'heure. Symbole en un sens plus précis, qui est en fait le symbole analogique. Qu'est-ce que c'est que l'analogie? Eh bien, c'est une substitution de représentation qui est caractérisée par une forme de constance de rapport entre le représentant et le représenté, entre la première représentation et la seconde. De l'une à l'autre, il y a une constance de rapport. Par exemple, le sexe masculin, le phallus, est souvent représenté par une arme à feu. Soit pour une analogie formelle, soit pour une analogie dynamique. L'éjaculation est au phallus ce que le fait de tirer est à l'arme à feu. Le sexe féminin, lui, est très souvent représenté par un coffre, un tiroir, un sac. D'ailleurs, je vous invite à revoir Laura de Preminger. Où est-ce que le tueur cache l'arme du crime? Où est-ce qu'il cache, autrement dit, son phallus? Eh bien, dans la représentation analogique, enfin symbolique plutôt, du sexe féminin de Laura. Donc il y a sans arrêt des jeux symboliques utilisés évidemment également dans des œuvres cinématographiques. Donc ça c'est le symbole, constance de rapport. Troisième point, la condensation. Alors il y a condensation lorsqu'une représentation unique, une seule image si vous voulez parfois, vient représenter à elle seule plusieurs autres éléments, ou condenser plusieurs chaînes associatives. Un exemple, vous trouverez ça dans L'homme au loup, une étude de cas célèbre de Freud. Le loup, justement, dans le rêve fait par l'homme au loup, il vient condenser plein de choses différentes. C'est à la fois relié au souvenir de la scène primitive, c'est relié aussi à une gravure que le patient avait vue dans l'enfance, c'est relié à une histoire qui a été racontée par le grand-père, c'est relié à la menace de la castration, etc., etc. Alors, cette condensation, le fait qu'une seule représentation dise en fait, ou renvoie en fait à énormément de choses, c'est essentiel aussi bien dans le rêve que dans l'œuvre d'art. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Freud dit que le rêve est laconique. Avec très peu de mots, quand on le raconte comme ça, il dit énormément de choses. Et d'ailleurs, Freud s'est amusé parfois à montrer la différence qui existe entre un rêve, entre l'écriture du contenu manifeste et l'écriture du contenu latent. En fait, ce que vous dites en quelques lignes, eh bien, pour l'expliciter et aboutir au contenu latent, il faut des pages et des pages. Le rêve est laconique. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup à ce sujet, je raconte ça à chaque fois, désolé si je me répète, c'est dans les entretiens entre Hitchcock et Truffaut. C'est Hitchcock qui raconte ça à un moment. Il parle de l'écriture des scénarios, et il parle d'un scénariste
qui trouvait regrettable qu'il ait toujours des super idées dans ses rêves, mais que voilà, dans la journée il sèche quoi, quand il doit écrire ses scénarios. Et du coup un jour il se dit je vais mettre un calepin à côté de ma table de nuit, puis je vais me forcer à écrire mes rêves le plus vite possible, pour pas oublier en fait tout ce que j'ai rêvé et qui pourrait nourrir tant de scénarios. Donc il fait ça, et puis un matin il regarde ce qu'il a écrit, et là il voit sur le papier « A man loves a woman ». Voilà. Là c'est le caractère. Justement, un rêve pour vous, il n'y a qu'une image, mais d'un point de vue, comment dire, du point de vue de tout ce que ça engage, d'un point de vue émotionnel, du point de vue affectif, c'est énorme, ça va dans tous les sens. Mais si vous le réduisez à sa pure expression verbale, c'est pauvre, c'est d'une pauvreté infinie. A man loves a woman, il ne fera rien avec ça parce que c'est l'histoire de tous les films depuis le début du cinéma quasiment. Donc voilà. Voilà pour la condensation. J'en arrive à un dernier point, le déplacement. Un petit peu plus complexe, mais vous allez voir, ça s'explicite assez bien avec un exemple. Le déplacement, qu'est-ce qui est déplacé, qu'est-ce qui est transféré? Eh bien, en fait, c'est l'intensité de la force affective que vous liez à une représentation qui est déplacée vers une autre représentation. Il n'y a aucun rapport, aucune constance de rapport entre la première représentation et la deuxième. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est juste qu'on a déplacé la force affective qu'on lui relie. Alors, c'est un peu abstrait ce que je dis là, je m'explicite avec un exemple que je trouve encore une fois toujours chez Freud. Une patiente, dans une cure, avait relaté à Freud une dispute qu'elle avait eue avec son mari. Et dans cette dispute, la patiente avait été elle-même très surprise de laisser sortir à un moment dans la colère, mais pends-toi au sens de t'as qu'à te pendre. Et elle-même, elle avait été étonnée de la violence qu'elle mettait, de la violence avec laquelle elle avait jailli son propos, et de la violence que ça signifiait, quoi. Crève, quoi. Alors, il s'est agi de réfléchir à cela, d'essayer de convoquer tous les souvenirs, tout ce qu'elle pouvait relier, et il est apparu la chose suivante. Il y a eu des placements, en fait. La violence, ici, est un déplacement au fond d'une autre force affective qui est sa propre frustration sexuelle. Elle a dit « pends-toi » à son mari parce qu'elle avait lu qu'un homme qui se pend avait une érection. En fait, en disant « pends-toi », elle disait « mais bande ». C'est ça le déplacement ici. La violence de la frustration sexuelle s'est déplacée en un appel à la mort. Alors, maintenant, on a les outils, d'accord ? Essayons de voir, avec tous ces outils, ce qu'on peut faire du rêve qu'on avait exposé tout à l'heure, le rêve de cette patiente après, là encore, une frustration sexuelle. Eh bien, voilà comment Freud va interpréter le rêve. D'abord, il va relever cette représentation, elle est poursuivie par un officier. L'officier, c'est une figuration. C'est la figuration de la virilité, selon les codes symboliques habituels. Par ailleurs, la poursuite dans l'escalier peut à nouveau apparaître comme une figuration et une analogie. C'est une figuration analogique de l'acte sexuel. Vous voyez, on dit monter au 7e ciel, normalement pour le plaisir sexuel. Eh bien là, elle monte l'escalier. Mais elle n'arrivera pas au 7e. Elle s'enferme, ensuite, nous dit-elle, elle s'enferme à clé dans son appartement pour trouver l'abri. Comment interpréter ça? C'est assez étonnant parce que c'est elle qui a l'air de vouloir se retirer, en quelque sorte, ici. Eh bien, justement, c'est une figuration, mais inversée. C'est une inversion. Ici, c'est elle qui se retire. Dans l'acte sexuel, c'était l'homme qui s'était retiré trop tôt. Ici, c'est elle qui se retire, et il y a, dans ce retrait, condensation d'éléments contraires. Pourquoi? Parce que la clé qu'elle introduit dans la serrure, c'est à la fois la représentation de la pénétration, de l'acte sexuel lui-même, mais c'est aussi une image inversée du retrait. C'est elle qui se sépare et s'isole en s'enfermant dans sa chambre. Et voyez comment à la fin le « il pleure » est à nouveau un déplacement et une inversion. Déplacement parce qu'elle attribue à l'homme une force affective qui la caractérise, elle. C'est sa propre déception, sa propre tristesse qu'elle attribue à l'homme. C'est une condensation aussi, ce « il pleure », parce que les pleurs, c'est à la fois le symbole de la tristesse, la déception de la femme, mais aussi le symbole de l'éjaculation de l'homme. Donc, voyez comment
avec tous ces différents outils, on peut tenter de passer outre le contenu manifeste et remonter au contenu latent en l'interprétant. Comme, au fond, le résultat d'un travail de l'inconscient, travail dans lequel il y a eu des figurations, des condensations, des inversions, etc., etc. Ça va, cette idée-là? Eh bien, maintenant que nous avons tout ça, nous allons reprendre ces concepts et essayer de voir comment ils pourraient éventuellement nous permettre d'interpréter une séquence cinématographique. Évidemment, parce que finalement, il y a ça aussi dans la psychanalyse, il y a de l'interprétation symbolique. L'interprétation symbolique n'a d'autre but que de nous faire remonter et en passant par la biographie de l'auteur, mais ce n'est pas forcément nécessaire, ça. Nous allons essayer de rester dans le symbole et de ne pas, réduire le symbole au symptôme. Voilà en gros ce que nous allons essayer de faire. Alors, l'exemple que j'ai choisi, parce que c'est plus simple pour moi de passer par là, parce que c'est plus, c'est plus immédiatement en relation avec ce qu'on vient de voir que la séquence de Lost Highway qu'on a vue la fois dernière. L'exemple que j'ai choisi, c'est un extrait de Eraserhead, extrait qui est d'autant plus intéressant pour moi à cet instant que c'est vraiment filmé comme un cauchemar, quoi. Donc c'est comme un rêve, d'une certaine manière, ce qui permet évidemment de favoriser l'analogie avec Freud. Alors, avant de vous montrer l'exemple, je pense qu'on n'aura pas le temps de l'interpréter, on va regarder quand même la séquence, et puis vous l'interpréterez la semaine prochaine. Regardez-la avec tout ce qu'on a dit à l'arrière-plan. Mais je voudrais dire un mot d'abord à propos de ce film Eraserhead, parce que c'est un film qui s'est construit dans des conditions absolument remarquables. On avait déjà parlé avec certains élèves. Remarquez, je peux peut-être aussi faire ça. Oui, si, je vais au moins dire ça. Donc, ce premier long métrage, qui date de 1977, Eraserhead, il est réalisé dans des circonstances exceptionnelles parce que Lynch est alors encore dans une école d'art. Étudiant dans une école d'art qui est en grande partie dysfonctionnelle, il est rentré là-dedans pour faire de la peinture, il a progressivement découvert la vidéo, il a mêlé dans des installations vidéo et peinture, et puis il va y avoir ce projet qui va l'amener vers le cinéma. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va utiliser tout le matériel cinématographique qu'il peut trouver dans son école, il va tout mettre dans une remorque et apporter ça dans une vieille étable, plus ou moins abandonnée, qui se trouvait sur le campus de son université. Et là, vous voyez à quel point une école d'art a besoin d'espace libre, ce qui en fait énormément défaut à cette école. Il trouve donc cette étable, et cette étable, eh bien, il la réquisitionne, en quelque sorte, sans rien demander à quiconque, pour en faire un lieu de tournage, une sorte de studio, dans lequel il va s'enfermer pendant 5 ans, au-delà de ses études, en travaillant avec une bande d'amis qui ne sont pas du tout des techniciens du cinéma à la base. Tout le monde va apprendre sur le tas comment pousser un chariot de travelling, etc., etc. Et les gens, évidemment, ne pourront travailler que la nuit, parce que c'est pas insonorisé, et le jour, il y a du bruit autour. Donc ils vont travailler la nuit, ils vont utiliser le jour soit pour continuer leurs études pour certains, soit à travailler pour gagner des sous, vendre des journaux notamment, pour essayer de payer le tournage. Et donc ce film s'est fait dans des conditions de production absolument incroyables, et l'invention des conditions de production ont permis l'invention d'un cinéma absolument nouveau. Ça, c'est quelque chose en fait d'assez fréquent quand vous regardez l'histoire du cinéma, c'est que très souvent les films qui, je ne vais pas dire révolutionnent parce que c'est un trop grand mot, mais qui marquent, avancent quelque chose de vraiment nouveau, sont réalisés en lien avec un nouveau mode de production. Regardez les artistes associés avec Chaplin, par exemple, etc. Voilà. Il y a vraiment l'idée qu'il y a besoin de l'association entre un mode de production nouveau pour réaliser quelque chose de nouveau.
Regardez la façon dont le numérique et également les petites caméras ont permis de révolutionner à un moment le cinéma, à la fin dans les années 90, on va dire, en permettant des tournages beaucoup plus légers. De la même manière que le néoréalisme et la nouvelle vague, c'est l'utilisation d'une caméra, la Reflex, qui a permis de sortir des studios et d'aller tourner dans la rue directement. Bref, bon, j'arrête là, je passe le film. Ah oui, pas besoin de dire grand-chose, le personnage principal s'appelle Henry, on est presque au début du film. Là, dans ce film, il est invité par celle qui était a priori plutôt son ancienne petite amie chez elle, et pour une rencontre avec les parents de cette jeune femme. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Parce qu'en fait, c'est un film qui a vraiment besoin de l'obscurité. Il n'est pas possible de... Si ça marche aussi de l'autre côté. Je crois qu'il y a des interrupteurs, tu vois, à un endroit. J'ai oublié de fermer avant, mais c'est un peu dommage de regarder ça sans avoir... Je remets en route. C'est ça, c'est l'heure. Le film dure un quart d'heure, 20 minutes, mais je croyais qu'on allait jusqu'à 30, mais en fait non, je vais vous laisser maintenant. Bon, bah écoutez, je suis désolé, j'interromps les choses un peu brutalement. On verra ça à la prochaine séance. Voilà. À bientôt. Ce que tu fais, c'est que tu m'envoies un mail, et comme ça, moi, je te l'envoie directement, parce que sinon, je vais oublier. Merci. Il y a si vous avez besoin, la feuille de présence est là. On va donner un peu de